Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va aborder un sujet qui n'est pas simple, on essaye d'en parler à chaque fois qu'on peut. En parler, ça aide, en tout cas, les personnes qui en souffrent, et pas seulement les personnes qui en souffrent, également leurs conjoints. Et vous allez voir que parfois, ce n'est pas aussi simple. On en parle dans Causement Réunionnais. Lindy Durand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc responsable de l'association... Mon endométriose, ma souffrance, c'est ça. Voilà, mon endométriose, ma souffrance. Et vous êtes accompagné ce soir de Julie Hergémont. Et Germont. Et Germont, comme quoi. Je suis aussi dyslexique. Et donc, médecin de profession. Alors, c'est la période où on essaye de parler de cette maladie. Oui, tout à fait. C'est le mois de sensibilisation à l'endométriose, même si c'est tout au long de l'année qu'il faut sensibiliser à cette pathologie. C'est vrai que là, on a passé la semaine dernière à la semaine européenne de l'endométriose. Et là, on aura la journée mondiale de l'endométriose le 28 mars prochain. Donc, on essaie de communiquer au maximum pendant cette période-là. Alors, je vais faire toujours j'essaie toujours d'être pédagogique dans l'explication. C'est quoi une endométriose ? Je vais vous expliquer ça avec quelques symptômes simples de patiente. Après, je pense que le docteur Hergémont rentrera plus dans les détails. L'endométriose, c'est déjà des règles très douloureuses, des règles qui ne sont pas soulagées par des antidouleurs classiques, des douleurs pour aller à la selle, des douleurs pour uriner, par exemple, qui peuvent s'ajouter, des troubles du transit, des douleurs pendant les rapports intimes également, et puis aussi des difficultés à être enceinte, puisque l'endométriose, c'est la deuxième cause d'infertilité au monde. Docteur, Germont, comment vous définirez cette pathologie ? Donc en fait, endométriose, ça vient du mot endomètre, qui est en fait cette muqueuse qui tapisse la cavité de l'utérus. Et en fait, l'endométriose, c'est quand il y a des cellules de cet endomètre qui sont ailleurs qu'au niveau de l'endomètre, et en particulier dans le ventre. Donc ça se détache de la paroi. Voilà. Donc après, ça voyage dans le... Donc au moment des règles, cette muqueuse, s'il n'y a pas de grossesse, en fait, elle se désagrège. Et il y a aussi du reflux par les trompes qui emportent des cellules endométriales qui arrivent dans l'abdomen. Enfin, c'est ce qu'on appelle la théorie du reflux. Il y a d'autres modes de formation de certains types d'endométriose, mais c'est surtout la théorie du reflux qui explique l'endométriose. Ces cellules, elles arrivent dans le ventre et en fait, elles vont s'accrocher un peu partout là autour, sur l'ovaire, sur le péritoine, à la surface de l'intestin, à la surface de la vessie. Et elles vont saigner au moment des règles. Et donc ce saignement dans le ventre va créer des douleurs plus importantes que des règles classiques. Et puis ça va se multiplier, créer une réaction de fibrose aussi, un peu comme une cicatrisation. Le corps y réagit. Et donc c'est pour ça qu'après on peut avoir plus des nodules fibreux. Il y a une réaction du corps, mais l'endométriose s'implante chez certaines femmes. Le reflux menstruel, il est présent chez tout le monde, mais il y a 1/10 des femmes qui va développer de l'endométriose. Alors, comment expliquer cette souffrance que génère ce tissu qui se détache ? Comment ça va provoquer des souffrances parfois terribles dans le corps des personnes ? Alors, le saignement qui a lieu dans le ventre à partir de ces cellules d'endométriose, de ces lésions d'endométriose, en fait, ce sang, il est quand même très irritant pour le péritoine, qui est cette petite membrane qui recouvre tous nos organes dans le ventre. Et donc, ça crée une inflammation importante et une douleur. Le péritoine, c'est quelque chose de sensible, donc ce contact avec le sang va être douloureux. Et puis, l'endométriose, en fait, elle peut aussi creuser sous le péritoine, c'est ce qu'on appelle l'endométriose sous-péritonéale ou profonde, et envahir aussi la paroi d'organes comme la vessie, l'intestin ou dans des ligaments à l'arrière de l'utérus. Et ça va créer des douleurs plus spécifiques, comme des douleurs en urinant, des douleurs en allant à la selle, puis des douleurs aussi effectivement pendant les rapports sexuels quand c'est contre le vagin. Donc il y a plusieurs mécanismes douloureux dans l'évolution, et puis il y a des douleurs qui deviennent chroniques aussi. Cette maladie, elle n'est pas si bien connue que ça, parce que la médecine ne s'est pas vraiment préoccupée depuis si longtemps que ça. Aujourd'hui, on essaye de comprendre. Est-ce qu'on comprend qu'est-ce qui amène à qu'est-ce qui fait que ce tissu se détache ? Qu'est-ce qui provoque
Ça c'est physiologique en fait. C'est physiologique d'être réglé, qui est un peu de sang qui repasse par les trompes avec des cellules. Ça c'est physiologique. Ce qu'on essaye de comprendre, c'est pourquoi chez certaines patientes, le système de nettoyage entre guillemets qui va normalement détruire ces cellules qui arrivent dans le ventre se fait mal, et pourquoi ces cellules elles vont s'implanter, et puis il va y avoir des lésions d'endométriose qui vont progresser. On sait qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs hormonaux. L'endométriose c'est une maladie hormonodépendante. Il y a des facteurs génétiques, mais on n'a pas un gène identifié. Mais on sait que il y a des familles où il y a des endométrioses chez toutes les femmes. Donc il y a une part d'hérédité aussi, même si il n'y a pas que ça. Donc il y a d'autres facteurs. Et puis il y a une composante immunologique aussi. Donc le fait que ces cellules elles soient reconnues par notre système et comme étant entre guillemets ne pas ayant à être là et soient détruites, il y a un problème qui se passe à ce niveau-là aussi. Puis il y a aussi probablement l'environnement. Il y a des régions où il y a plus d'endométriose, donc un facteur environnemental très probablement. Et donc c'est ça qu'on essaye de comprendre. Leni Durand, c'était un des paradoxes au départ, c'est d'en parler. On s'est rendu compte que, enfin surtout vous, à travers votre session, que les femmes avaient peur d'en parler. Et ils avaient même un peu honte, parce que ça, bien sûr, ça bouleverse les relations intimes avec leur conjoint, mais elles-mêmes, elles en souffraient doublement, parce que elles avaient honte d'en parler, ne serait-ce qu'à leur médecin. Tout à fait, parce que c'est une pathologie qui concerne l'intimité de la femme, qui concerne la sexologie également, et du coup c'est quelque chose de très tabou encore ici. Et pour vous faire un exemple, par exemple lors de notre matinée de sensibilisation dernièrement à Saint-Paul, nos premiers visiteurs étaient des compagnons qui sont venus prendre les informations pour leurs compagnes atteintes d'endométriose, qui n'ont pas osé venir nous rencontrer parce qu'elles n'avaient pas envie d'être associées à cette pathologie-là, qu'elle soit vue par d'autres personnes peut-être dans leur entourage. Là, le fait d'être dans le déni, ça aide, ça montre bien que soit la maladie, elle n'est pas encore assez connue, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas assez pour que les gens se soient habitués, on n'en ait pas honte, ou bien il y a vraiment un fait de société, c'est que parler de l'intimité de la femme, même aujourd'hui dans notre société dite civilisée et évoluée, c'est tabou. Je crois que c'est les deux conditions. En fait, les femmes ont été un peu éduquées dans le sens d'accepter en fait ces règles douloureuses là. Donc quand elles vont chez certains médecins encore aujourd'hui, elles peuvent entendre dire oui, écoutez, des générations d'avant ont eu les règles douloureuses, les coliques comme on dit à la Réunion. Pourquoi vous en faites toute une histoire maintenant? Supportez, c'est certainement que vous êtes trop douillette. On a encore malheureusement ce discours-là. C'est pour ça qu'on essaie de sensibiliser au maximum la population. Et quand on entend ça aussi de certaines personnes du corps médical, c'est vrai que ça nous enferme encore plus dans notre isolement, puisque on se culpabilise, on se dit que c'est nous-mêmes qui nous créons ces douleurs-là, et du coup on s'enferme, on s'isole sur nous-mêmes. Docteur, même dans la médecine, certains médecins ne sont pas encore au fait de cette maladie? Je pense qu'il y a quand même... on parle beaucoup plus d'endométriose qu'avant. C'est une maladie qui existe depuis longtemps. Avant, on n'en parlait quasiment pas. Maintenant, on en parle quand même beaucoup plus. C'est grâce au corps médical, mais c'est aussi grâce à des associations comme MEMS. Toutes ces associations et les patientes elles-mêmes, elles ont fait beaucoup de choses pour que ça soit connu. Donc, il y a quand même eu, je trouve, une nette amélioration sur un peu l'accès à l'information, etc. Ce qui est compliqué pour le corps médical aussi, c'est effectivement cette idée que les règles, ça peut être douloureux, et effectivement ça peut être douloureux sans qu'on ait d'endométriose. Donc c'est difficile de mettre le seuil où se dire ah là c'est pas normal, il y a peut-être une endométriose, ou là c'est normal. En gros, effectivement, comme disait Lindy, les choses qui doivent alerter, c'est quand des antidouleurs simples comme le paracétamol, le spasfon, des anti-inflammatoires ne permettent pas de faire passer les douleurs, quand il y a de l'absentéisme scolaire ou au travail, et quand il y a d'autres types de douleurs. Donc, c'est-à-dire quand il n'y a pas que des douleurs de règles, mais qu'il y a aussi des douleurs, effectivement, dans les rapports intimes, en urinant, en allant à la selle, etc. Ça, c'est des choses qui doivent alerter. Donc, c'est vrai que
pour le corps médical, se dire est-ce que c'est des douleurs de règles normales ou pas normales. Il faut essayer de se fier à ces critères parce que sinon c'est parfois un peu difficile de faire la part des choses. Mais je pense que ça va dans le bon sens. On n'est pas encore, c'est loin d'être parfait. Hein. Le diagnostic, il est probablement retardé encore, mais ça va plutôt dans le bon sens. D'un point de vue purement psychologique, lorsque la femme voit son intimité atteint, on a l'impression que c'est toute la personne qui est ébranlée et que là où elle a du mal à agir, à prendre une décision, et se cacher est souvent la première réaction. Qu'est-ce qui explique que, d'une part, la femme a du mal à en parler et que l'homme à côté, il n'est pas mieux non plus. C'est à tout ça. Je dirais que j'ai vu au début, lorsqu'on a commencé à parler de ça, c'est de pouvoir s'exprimer, que ce soit la femme ou le conjoint, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. C'est pas simple pour nous en tant que femmes d'exprimer ces douleurs-là parce qu'elles touchent à l'intime. Et c'est pas simple pour l'autre non plus de le recevoir puisqu'il y a des communications se font autour de l'endométriose, mais elles ne sont pas encore massives. Donc peut-être qu'il y a une méconnaissance encore de la maladie. On en entend parler effectivement endométriose. Maintenant, c'est une belle avancée, mais quoi mettre derrière le mot endométriose en fait réellement? Est-ce que on travaille aussi à ça, à passer la bonne information, en fait, comprendre que derrière, il y a un impact physique, comme vous l'avez dit, psychologique, et il y a un retentissement aussi social pour la femme. Et ça, c'est vrai qu'à l'intérieur du couple, on essaie d'en parler le plus possible, mais c'est difficile aussi de se comprendre, en fait, parce que l'homme, il se dit, mais c'est peut-être moi qui m'y prends mal aussi avec ma compagne, c'est peut-être moi le problème, peut-être que c'est moi qui ai fait quelque chose et elle n'a plus envie de moi. Enfin, ce sont des questions vraiment intimes. La femme est victime de cette maladie, l'homme en est victime parce qu'il ne peut plus avoir la même relation sexuelle avec sa compagne, et tous les deux finalement en sont encore plus victimes parce qu'ils ont l'impression que la vie leur a asséné un fardeau supplémentaire qu'ils ont du mal à porter. Comment, justement, quelle façon aborder ça avec les personnes qui nous regardent peut-être et qui ont peut-être cette pathologie? Qu'est-ce qu'il faut dire à ces personnes-là pour qu'ils sachent que c'est un moment, c'est un obstacle à passer, mais que ce combat-là doit être mené à deux? Tout simplement qu'ils continuent d'en parler, qu'ils consultent des médecins qui soient à l'écoute et qui leur expliquent aussi qu'est-ce que l'endométriose et les retentissements qu'ils peuvent avoir, qu'ils comprennent que ça ne se passe pas que chez eux, c'est vraiment en lien avec la maladie et qu'on les accompagne avec le corps médical et les associations dans leur parcours de prise en charge, qu'ils ne soient pas mis de côté en fait en disant que oui, c'est de l'endométriose et puis voilà, c'est pas grave quoi. Le corps médical, aujourd'hui, est mieux préparé pour échanger avec les victimes, avec ceux qui en souffrent, pour apporter, je dirais, un petit peu, pas seulement de réconfort, mais pour dire que c'est une lutte aussi qui commence contre une maladie. Oui, je pense qu'on est mieux formé et puis je pense que tout ne repose pas uniquement sur un médecin. Je pense qu'il y a un réseau qui s'instaure autour de la patiente et du couple. Pourquoi ? Parce que ça va avoir des répercussions sur plusieurs plans. Ça va avoir effectivement des répercussions physiques, ça peut être compliqué pour le travail, ça va être compliqué pour la vie de couple potentiellement, pour les projets de famille, et puis ça peut avoir des répercussions sur le moral, sur les activités quotidiennes, et donc on se sent empêché dans certaines choses, parfois une partie du mois, mais parfois de façon plus chronique en fait, donc c'est vrai que ça repose souvent, c'est un peu le gynécologue qui va un peu mettre les choses en place et là je passe un message d'espoir, il y a quand même des choses qu'on peut faire pour améliorer la situation, vraiment, mais effectivement le gynécologue c'est une pierre de l'édifice, c'est-à-dire que le médecin traitant, je vous dis, il peut y avoir la kiné, c'est quelque chose qui peut beaucoup aider, parfois l'intervention d'un psychologue, les associations qui y soutiennent et qui donnent une information qui est forcément différente de celle des soignants, tout ça
parfois aussi des médecins de la douleur et tout ça. Tout ça, c'est un réseau qui peut se mettre en place. Et si ce réseau, il est là, en général, on avance quand même dans la bonne direction, quoi. On a des choses qui permettent d'aller vers un mieux. Et là, encore une fois, c'est la communication, l'échange. C'est la première étape qu'il faut vraiment mettre en place, parce qu'on le voit dans ce qui a été dit jusqu'à maintenant, que la communication n'est pas simple à mettre en place. Oui, c'est ça. Pour nous, de sensibiliser, c'est le plus important. Déjà, faire connaître que la maladie existe, et puis ensuite orienter les patientes ou les femmes qui pensent avoir quelques symptômes de l'endométriose vers un réseau de médecins qui sont spécialisés pour cette pathologie-là. Donc, en lien évidemment avec des gynécologues, mais aussi des gastro-entérologues, des urologues et des psychologues pour un accompagnement psychologique qui peut être individuel ou de couple. Par rapport au moment où vous avez commencé à présenter cette maladie, à le faire découvrir, à aujourd'hui, le temps qui est passé a permis de mettre en place quoi à La Réunion, ou de faire quoi pour que la population, surtout atteinte de cette pathologie, puisse vraiment trouver des réparties. Alors, on a fait des partenariats forts avec des partenaires santé, dont le docteur Égermont, qui nous permet du coup d'orienter les femmes atteintes d'endométriose vers son équipe. On a d'autres réseaux de médecins qui sont en train de se mettre en place aussi autour de l'endométriose par rapport à la douleur, par rapport à la prise en charge psychologique. Et également, on a tissé un lien aussi avec le rectorat, avec des infirmiers scolaires, en fait, qui nous ont invités à des réunions de bassin des infirmiers. Donc, ils se réunissent une ou deux fois, ou peut-être 4 fois, dans l'année, des gros réseaux de bassin des infirmiers scolaires où on peut intervenir en tant qu'association de patientes pour présenter la pathologie, les retentissements et sensibiliser davantage pour que les adolescentes soient le plus informées possible très tôt. Quelle démarche vous allez mettre en place avec ce que vous faites ce mois-ci, les événements que vous mettez en place? Qu'est-ce qui doit en ressortir? Qu'est-ce que vous proposez pour les semaines et les mois à venir? Là, c'est plutôt de la sensibilisation, c'est vraiment en parler et communiquer de l'information pour que... Voilà, je pense que c'est l'occasion qu'il y ait des patientes qui se disent peut-être que ce qui m'arrive c'est pas normal, et de consulter ou d'en parler, de savoir qu'il y a des associations à qui elles peuvent en parler. Je pense que c'est le but là, c'est ça, principal là. D'accord. Donc continuez à en parler. Et est-ce que dans cette démarche-là, il y a des choses qui arrivent, qui vous surprennent? Par exemple, des jeunes filles, que ce soit au collège ou au lycée, que ce soit des personnes qui n'ont pas vraiment, je dirais, l'attitude adéquate, mais qui font quand même l'effort, qui viennent vers vous et qui essayent vraiment d'expliquer leur souffrance. Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui consultent, et je pense que... Oui, c'est tout à fait ça. Il y a beaucoup plus d'adolescentes, en fait, qui en parlent. Par contre, après, on a des retours où, quand elles ont le diagnostic, après, l'approche avec leurs camarades de classe n'est pas forcément la même non plus, parce qu'en fait, même dans ce milieu-là de jeunes ados, on ne comprend pas encore ce que c'est que l'endométriose. Quand il y a des arrêts de l'absentéisme, il y a encore des moqueries, il y a encore tu fais ça pour éviter le devoir, des choses comme ça. Donc, il y a encore toute une communication à travailler pour que les gens comprennent réellement que c'est une souffrance, en fait, quand on a de l'endométriose, et que parfois on est obligé d'être en arrêt maladie. Ce n'est pas un choix, c'est notre corps qui n'est pas en condition. C'est un paradoxe, parce que on rappelle que les premières fois, parfois, lorsque la femme l'homme refuse une relation sexuelle, c'est l'homme qui disait à la femme, c'est un prétexte. Oui. Oui. Et là, peut-être qu'on peut retrouver ce discours-là chez certains hommes, oui, qui n'ont pas très bien compris ce que c'était que la pathologie. Et puis, des femmes, peut-être, qui se disent, je vais avoir le rapport pour lui faire plaisir. Et au final, on arrive dans un engrenage où on se force un petit peu pour faire plaisir à l'autre, sauf qu'on a mal, donc on culpabilise après. Et c'est il faut un peu casser cette chaîne-là pour expliquer aux gens que, l'endométriose, il peut y avoir aussi des retentissements sexuels. Ce n'est pas de la faute ni de l'un ni de l'autre. C'est la pathologie qui peut entraîner ça, et puis essayer de voir comment on peut reconstruire le couple aussi avec l'endométriose. D'accord, parce qu'il y a aussi cette question-là, c'est que parfois l'amour ne suffit pas
à préserver la relation et parfois l'endométriose suffit à créer le trouble. Et ma question, c'est à vous deux, c'est comment vous joindre, est-ce que vous avez des pages sur des réseaux sociaux, est-ce que vous avez des coordonnées pour les gens qui nous écoutent? Enfin, moi, je travaille au CHU de la Réunion à Belle-Pierre. Après, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même tout un réseau de gynécologues qui gèrent l'endométriose. Hein. Il y a pas... Enfin, voilà, j'ai des tas de confrères qui suivent des patientes endométriosiques. Après, c'est vrai que là, au CHU, on a essayé de faire une équipe multidisciplinaire, de discuter des dossiers compliqués. Donc voilà, on a mis des choses en place par rapport à l'endométriose, je dirais sévère, récidivante, ou qui touche plusieurs organes avec justement une équipe. Donc c'est peut-être ça la spécificité. Après, c'est vrai que la première chose à faire, c'est en général de consulter son médecin traitant ou son gynécologue, parce qu'il y a des traitements médicaux qui peuvent aider à améliorer la douleur dans... plus de 60% des cas, il va y avoir une amélioration des douleurs sans devoir aller vers une chirurgie d'emblée ou des traitements plus lourds. Donc il y a des endométrioses en fait multiples, je dirais. Il y a des patientes qui vont être améliorées par un traitement médical et qui vont pouvoir fonctionner tout à fait bien, des patientes qui vont avoir des douleurs très importantes, une répercussion sur leur quotidien très importante, qui vont avoir une intervention, parfois plusieurs, avoir des difficultés à avoir une grossesse, avoir un parcours en procréation médicalement assistée. Enfin, le spectre, il est assez large de présentation du tableau clinique et de la répercussion sur la vie quotidienne et puis les projets. Donc c'est aussi en fonction de ça qu'il faut orienter les patientes. D'accord. Lydie Durand, un dernier mot sur votre page Facebook, par exemple. Sur notre page Facebook, oui, vous pouvez avoir toutes les actualités donc de nos temps d'échange que l'on propose à la population réunionnaise. Donc c'est la page Mon endométriose, ma souffrance. Et cette année, on peut nous retrouver aussi sur notre chaîne YouTube, là où on a fait le lancement de notre challenge Jérusalem cette année, challenge endométriose, où on invite toute la population réunionnaise donc pour sensibiliser à l'endo, à se vêtir de ce jeûne, de l'endométriose, et à prendre les pas de la Corée et à nous les envoyer sur notre page Facebook, Mon endométriose. Faut danser, quoi. Voilà. J'ai toujours le t-shirt jaune. Très bien. Donc c'est parfait, il n'y a plus qu'à voir les pas. Voilà. Merci Lydie Durand. Merci également à Julie. Et Germont. Voilà. Bravo. Je prends le temps de le dire. Merci. Merci à vous deux pour ces échanges d'informations. Quand vous voulez, vous revenez pour d'autres informations.